L'éthique est moins ambitieuse que la morale. À la fois moins ambitieuse, c'est un petit peu plus, on le verra tout à l'heure. L'éthique fait son apparition dans notre système juridique en 1983 à travers la création de ce comité consultatif national d'éthique. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire, j'ai pris la page de garde du CCNE, 40 ans de machin, et on explique sa naissance. Bon, il y a cette phrase du président de l'époque, François Mitterrand, la phrase n'est pas inoubliable, mais elle dit bien ce qu'est l'éthique. La science d'aujourd'hui prend souvent l'homme de vitesse, il faut essayer d'y remédier. Voilà dans le domaine qui est le vôtre, donc on institue le comité, la raison d'être du comité national d'éthique. L'éthique ne se construit pas autour d'une conception a priori du bien et du mal. L'éthique se construit sur le mode de la prudence, sur le mode non pas de ce qui est bien, mais sur le mode du moindre mal. Le travail de l'éthique est de rechercher la moins mauvaise solution au regard des évolutions contemporaines. La science d'aujourd'hui prend souvent l'homme de vitesse. Alors à l'époque, c'est la technique des bébés éprouvettes qui suscite cette réaction. Vous savez, c'est les bébés, c'est la fécondation in vitro. Donc il s'agit de soigner des couples qui sont affectés par une stérilité, soit un défaut de fécondité, j'ai plus les mots. Bon, bref, une stérilité au sein du couple, qu'elle soit du fait de l'homme ou de la femme. Et donc, par les petites éprouvettes, on arrive à faire que ces couples aient des bébés. Celui qui réussit cette prouesse, qui s'appelle un certain Jacques Testard, assez vite dit c'est formidable, mais assez vite on va pouvoir fabriquer quelque chose qu'on ne maîtrisera pas, des clones. Le génisme, tout ça fait un peu peur. Et on se dit, il faut qu'on réfléchisse avant de se laisser fasciner par les progrès de la science, de la technique. Donc il y a une forme de fascination, un attelage de la fascination et de la prudence qui conduit à faire de l'éthique. Et vous voyez que la perspective est beaucoup plus modeste que la morale. On ne cherche pas une conception a priori du bien, on cherche à trouver la moins mauvaise solution en l'état d'évolution qui pose un problème à notre conscience. Voilà. Alors, au bénéfice de cette remarque préalable, le terme éthique est utilisé avec deux significations sensiblement différentes en droit positif. Ce que je viens de dire pour l'éthique en général vaut assez largement pour toutes les manifestations de l'éthique, mais ces manifestations sont sensiblement différentes selon les utilisations, les occurrences du terme éthique. On parle, premier sens, plus traditionnel, d'éthique professionnelle ou d'éthique des affaires. Et puis, on peut parler d'éthique tout court, on dira plutôt une éthique de la vie. Quelques mots sur ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle est assez proche de la morale, mais on va dire que c'est une morale ciblée. C'est une morale ciblée entre sens que c'est une morale qui se définit non pas en considération d'une conception a priori du bien, c'est une morale qui se définit en considération d'objectifs qui sont assez précisément définis. Je vais expliciter. Vous voyez que ce n'est pas le bien universel,
c'est un bien au contour plus défini. Donc c'est du bien parce que c'est une conscience morale qui est une conscience d'autrui, donc c'est quelque chose où on pense à l'autre, mais dans un domaine limité, dans une configuration assez précise. C'est ce à quoi renvoie l'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle se caractérise en ceci qu'elle définit des règles pour faire en sorte que des professionnels exercent leur mission conformément à l'utilité sociale de leur profession. Donc l'éthique professionnelle consiste à poser des normes, à poser des devoirs pour faire en sorte que les professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard, que les professionnels exercent leur activité conformément à l'utilité sociale qui est celle de leur profession. Les médecins se dotent d'une éthique. Les avocats se dotent d'une éthique pour que dans l'exercice de leurs fonctions, ils remplissent l'utilité sociale qu'on attend de leur profession. Donc vous voyez, on est quand même dans la morale, parce que cette profession, elle a une utilité. Soigner pour les médecins, les avocats défendre, parler à la place d'eux, parler pour celui qui ne peut plus parler parce qu'il est submergé par les enjeux, par les émotions que suscite le litige auquel il est parti. Défendre. Donc, ce sont des choses qui ont une valeur sociale et aussi une valeur morale, en tout cas, que ceux qui se dédient à ces objectifs adoptent un comportement qui permette d'atteindre ces objectifs. L'État, le droit, peut parfaitement poser des règles de droit pour que ces professions, que ces professionnels se comportent conformément aux finalités, aux raisons d'être de leur profession. Il y a une loi, il y a des lois qui intéressent l'exercice de la profession de médecin comme l'exercice de la profession d'avocat. Mais pour les professions dites réglementées, c'est-à-dire les professions dont l'accès est conditionné à un certain nombre de règles, un certain nombre d'exigences, pour les professions réglementées, l'État estime que les professionnels sont plus à même que lui, l'État, de préciser les règles qui permettront une pratique conforme aux finalités de la profession. Toutes ces professions réglementées, médecins, avocats, mais ça peut être aussi les commissaires aux comptes, il y en a plein d'autres, les commissaires de justice, etc. Toutes ces professions, les notaires, toutes ces professions réglementées se dotent d'un ordre professionnel, c'est-à-dire d'une instance qui les organise, et cette instance pose des règles qui viennent s'ajouter aux règles légales pour réguler, pour organiser les conditions d'exercice de la profession. Mais il y a, au-delà des professions réglementées, une immense partie de l'activité économique, qui ne fait pas l'objet, qui ne répond pas à la définition d'une profession réglementée. L'ensemble de l'activité économique est gouverné par un principe de liberté, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre. Pour vendre des yaourts, pour vendre des voitures, je n'ai pas besoin d'avoir un brevet spécifique.
je peux être un self-made man. Bon, il y aura des réglementations sur les yaourts que je vends, des normes sanitaires, etc. Mais l'entrée dans l'activité professionnelle ne suppose pas des conditions, des exigences spécifiques contrôlées par l'État ou ses délégataires que sont les ordres professionnels. Ces entreprises, longtemps, ces entreprises considéraient que leur mission était de satisfaire les intérêts de leurs associés. On est associé, on constitue une société à but lucratif, et donc on fait en sorte que les bénéfices permettent de satisfaire les intérêts des associés qui ont investi dans la société. Et puis vous le savez, rien que le fait de dire ça peut vous dire « Ah bah, ça c'est la face la plus sombre du capitalisme ». Nous savons que cette conception de la société et de l'entreprise commerciale a pris un peu de plomb dans l'aile et qu'on demande aux entreprises de certes penser à leurs associés, mais de penser également à tous ceux qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui sont intéressés, tous ceux et celles qui sont intéressés de près ou de loin, touchés de près ou de loin par l'activité de l'entreprise. Les consommateurs, mais aussi l'environnement. Et donc s'est introduit l'idée que l'entreprise n'a pas seulement pour finalité la satisfaction des intérêts de ses associés, mais que l'entreprise doit aussi avoir une utilité sociale, une utilité pour l'ensemble de la société. Et c'est ainsi qu'est entrée dans le discours, puis dans le discours juridique, la notion d'éthique des affaires. L'éthique des affaires est apparue parce que les entreprises, du fait d'une pression de l'opinion, d'une pression sociale, les entreprises se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus penser qu'à elles-mêmes et leurs associés, mais qu'il leur fallait réfléchir à leur utilité sociale et à se doter de normes qui permettent de mettre en conformité l'activité de l'entreprise à ce qui relève de son utilité sociale. Alors vous direz, est-ce que tout ça c'est du vent ? Eh bien non, ça n'est pas que du vent. Ça n'est pas que du vent pour deux raisons. La première est que l'éthique des affaires est opposable à ceux qui la produisent. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'éthique des affaires est opposable à ceux qui la produisent. J'aborde un sujet que je comptais aborder plus tard, mais comme j'y suis, ça tombe bien, j'y reste. Je vais prendre un exemple et vous allez comprendre. Une entreprise fournit des produits pétroliers, donc de l'essence. Et son enseigne est visible dans un certain nombre d'endroits de France. Bon, le pétrole, fabrication de pétrole et d'essence, n'est pas doté d'une image exceptionnelle dans l'opinion. Surtout quand ces fabricants font affréter des navires de plus ou moins bonne qualité qui finissent par se fracasser sur un rocher à proximité d'une côte. On a eu notre pesant avec la Moco Cadiz et puis après avec l'Erika. Et ces entreprises réfléchissent à leur utilité sociale. Alors on dit, vous êtes des pollueurs. Les entreprises disent, on a une utilité sociale, c'est que d'abord on fournit de l'énergie, et que si on ne la fournit plus, l'économie s'écroule. Et en plus, on essaye de limiter la pollution, et on essaye tellement de limiter la pollution qu'on crée, conscient des inconvénients de notre activité, on s'est doté d'une charte instituant des procédures de contrôle pour que les navires qui transportent notre marchandise soient des navires de bonne qualité.
Je parle de l'affaire de l'Erika. Cette compagnie fait affréter un navire de très mauvaise qualité qui vient s'écrouler, qui vient échouer, qui se fracture à proximité des côtes françaises. Procès. Et on s'aperçoit que cette compagnie n'a pas respecté ce qu'au nom de l'éthique des affaires, elle avait posé comme sa propre charte. Elle ne l'a pas respecté parce qu'en fait, le bateau a été choisi sans respect des procédures de sécurité et on a utilisé un bateau totalement dépassé et dangereux du simple fait qu'il se déplaçait. Bref, une vieille coquille de noix. Sauf quand c'est une coquille de noix qui transporte 3 poissons, bon, c'est moins grave. Quand c'est des tonnes de pétrole, c'est un peu plus gênant. On oppose à cette compagnie sa charte. Et la compagnie dit « Ah, mais oui, mais ça c'est une charte, c'est de l'éthique, c'est pas du droit, ça n'est pas contraignant. » Et les juridictions saisies, et cela fait jurisprudence, la Cour de cassation vient dire, avec beaucoup de justesse et judicieusement, cette charte, c'est sans doute de l'éthique des affaires. Mais vous ne pouvez pas faire profession d'éthique et vous dispenser de la respecter. Donc cette éthique, elle a la valeur d'une norme au moins à votre égard. Et donc le non-respect de l'éthique que vous vous êtes donné à vous-même constitue une faute au sens de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil. Donc vous voyez comment l'éthique des affaires prend une coloration juridique, non pas en ce que cette éthique est élevée au rang de règle de droit valant pour tout le monde, mais en ce que cette éthique est utilisée comme critère effectif pour caractériser, en cas de manquement, pour caractériser la faute juridique, la faute délictuelle de l'entreprise concernée. Et la deuxième influence de l'éthique, la deuxième considération sur cette éthique professionnelle, c'est qu'à force d'en faire une nécessité pour les entreprises, le Code civil, à travers la loi dite Pacte, depuis la date de 2019, le Code civil modifie un des textes fondateurs sur les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales. L'article 1833 du Code civil prévoit que désormais, les sociétés doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Là encore, les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, l'article 1833 dit d'abord que l'entreprise, la société se constitue dans l'intérêt des associés, mais on ajoute que ces entreprises doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Et où on voit que l'éthique des affaires est reçue par la norme juridique qui désormais fait obligation aux sociétés d'avoir une éthique. Autrement dit, ce que je décrivais dans la jurisprudence Erika, le législateur de fait l'impose aux sociétés. Elle leur dit, vous devez vous doter d'une éthique, donc d'une charte qui vous sera opposable en cas de manquement et à laquelle on donnera une portée juridique pour décider si votre comportement est ou non fautif. Donc vous voyez que lorsque la morale prend le visage de l'éthique, autrement dit lorsque la morale vise moins haut que l'universel, lorsque la morale descend au niveau des bienfaits d'une activité et qu'elle prend alors le nom d'éthique, elle a une portée bien plus considérable dans le domaine du droit.
une portée un peu bizarre, nuancée, mais quand même une portée significative. Cette observation générale sur la portée de l'éthique, elle est transposable à ce qu'on peut appeler l'éthique de la vie ou l'éthique tout court. Ce comité consultatif national d'éthique n'est pas simplement un lieu où on prend le thé et on discute des choses de la vie entre sachants, experts et gens de bonne compagnie. On pense toujours que c'est ça, ces comités. On se dit, bon, il y a des vieux sages qui réfléchissent sur la vie, l'être, notre devenir, la justice, le bien, le mal, mais que ça ne sert à rien. Ben, ce n'est pas vrai du tout. Ce comité national d'éthique, au début, il est un lieu de réflexion qui livre de temps à autre ses réflexions à la puissance publique. Mais peu à peu, il devient beaucoup plus que cela. Ce comité national, consultatif national d'éthique, devient un comité que l'on doit consulter. Devient un comité que l'on doit consulter avant toute loi qui intervient dans le domaine de l'éthique. Après, on va voir c'est quoi le domaine de l'éthique. Qui intervient dans le domaine de l'éthique. Et plus encore, il revient à ce comité consultatif d'organiser aujourd'hui, enfin, d'organiser depuis quelque temps, mais d'organiser des états généraux lorsque se pose une question entrant dans ce qu'on appelle le champ de l'éthique de la vie. Ce comité consultatif national d'éthique a, vous le voyez, un rôle pour donner à l'éthique une part dans la construction des règles de droit sur des sujets, vous l'avez deviné, sensibles, comme la fin de vie, comme la gestation pour autrui, et puis je pense probablement toutes les questions d'intelligence artificielle, bref, pour tout ce qui suscite une inquiétude, pour tout ce qui touche au progrès des sciences et de la technique et à la préservation de notre humanité. Ce qui est intéressant, c'est que le comité d'éthique, le comité consultatif d'éthique, ne réfléchit pas uniquement en termes moraux. Ça n'est pas sa première raison d'être. Bien sûr que le comité d'éthique, lorsqu'il réfléchit par exemple sur la gestation pour autrui ou sur la fin de vie, parce que j'ai pris la gestation pour autrui dans le cours polycopié, je vais parler de la fin de vie, sans doute le comité consultatif fait-il de la morale en considérant les intérêts des uns et des autres sur cette question particulièrement sensible? Est-ce qu'il est de l'office des médecins de donner fin à la vie? Problème moral, problème éthique pour la profession. Est-ce que celui qui décide de sa fin, de sa propre fin, est-ce que celui-là a un consentement libre et éclairé? Est-ce que derrière son intérêt, il n'y a pas d'autres intérêts moins nobles qui peuvent être ceux de ses proches? Il y a aussi le point de vue de la société. Est-ce que, à admettre trop facilement la fin de vie, la société ne se débarrasserait pas ou ne tenterait pas de se débarrasser de ceux qui lui coûtent? Ça, ce sont des raisonnements d'ordre moral où on regarde si la solution est suffisamment respectueuse de l'altérité de la conscience d'autrui. Est-ce que si je fais le choix de mettre fin à mes jours, je peux imposer à un professionnel de santé qu'il m'aide à cette fin? Pas sûr. Donc c'est dans l'action, est-ce que l'action dans ce domaine prend suffisamment en considération la conscience d'autrui? Mais vous voyez que le débat moral est un débat difficilement soluble. Et c'est la raison pour laquelle, sur ces questions, le comité consultatif parle plutôt en termes d'éthique qu'en termes moraux. Et
ce à quoi renvoie l'éthique, c'est ce qui figure dans l'acte fondateur, c'est l'homme. Cette petite phrase un peu banale, la science d'aujourd'hui prend souvent l'homme de vitesse. Donc la réflexion du comité consultatif, la réflexion éthique de ce conseil, de ce comité, consiste à préserver ce qui fait notre humanité et consiste essentiellement à réfléchir sur ce qui fait la dignité de l'être humain. Le comité raisonne bien plus en termes d'éthique que de moralité. Le comité d'éthique raisonne donc moins dans le rapport, dans la conscience d'autrui, que dans la conscience que nous devons avoir de nous-mêmes pour préserver notre dignité. Et préserver notre dignité, le mot peut paraître un peu flou, au fond c'est encore une fois une référence à cette idée que l'homme est une fin en soi. La dignité, c'est tout ce qui fait. C'est tout ce qui fait que l'homme est irréductible. Que l'homme est irréductible à toute autre chose qui l'entoure. C'est un peu vague, mais ça dit pas mal de choses quand même. On ne peut pas réduire l'homme à une chose. On ne peut pas réduire l'homme à un animal, même si on doit protéger les animaux et la diversité. L'homme est irréductible à toute autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette irréductibilité, dans ce qui fait qu'on ne peut pas décider de certaines choses pour l'individu, sauf à porter atteinte à sa dignité? Il y a essentiellement les droits fondamentaux les plus essentiels, la vie, la liberté, la vie privée. Un animal n'a pas vraiment de vie privée. Il peut se protéger, on dit que les oiseaux se cachent pour mourir, mais enfin les nids sont à ciel ouvert.